Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcalz, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Nicolas Villain. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Nicolas, nous allons parler aujourd'hui de la prévention de la maladie d'Alzheimer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter ? Bien sûr, Nicolas Villain, je suis neurologue à la Pitié-Salpêtrière et je suis également maître de conférence à Sorbonne Université. Je travaille à la fois dans mon activité clinique et dans ma recherche sur la maladie d'Alzheimer. Nicolas, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut prévenir le déclin cognitif et Alzheimer ? Et dans quelle mesure ? Parce qu'il y a une étude, l'étude Lancet, qui répertorie 3 catégories. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire un petit peu plus ? Effectivement, ça fait 10 ans que l'on a identifié 14 facteurs de risque de déclin cognitif. Et ces facteurs de risque, on peut jouer dessus. Donc c'est quand même le message positif. C'est des facteurs sur lesquels on peut agir pour prévenir l'Alzheimer et le déclin cognitif. Rien n'est irréversible. Une partie, malheureusement, est irréversible. On y reviendra tout à l'heure. Malgré tout, une partie est également réversible. Et cette partie, elle est quand même non négligeable puisqu'on estime aujourd'hui qu'elle fait à peu près 45% des cas de déclin cognitif sont évitables si on joue sur ces 14 facteurs. Alors, quels sont ces 14 facteurs ? Il y a tout d'abord un premier facteur sur lequel ce sont plus à nos politiques de jouer que nous-mêmes, puisque ça revient à notre niveau d'éducation, c'est-à-dire en gros la quantité de neurones et de synapses que vous avez dans le cerveau qui vous permettront de vous protéger en cas de maladie qui arriverait et qui les ferait décliner. Donc ce niveau d'éducation, finalement, plus vous en avez un élevé, moins vous avez de risque de développer d'Alzheimer. Celui-là, il dépend pas tellement de vous, il dépend plus de vos politiques et des politiques d'éducation qui ont été mises en place à travers les pays. Maintenant, venons plutôt à ce que vous pouvez faire en tant qu'individu pour les prévenir. Il y a tout d'abord les facteurs de risque cardiovasculaire. Le cerveau consomme environ 20% de l'ensemble des besoins en sucre de notre organisme, alors qu'il fait que 2% du poids total de notre organisme. Donc c'est un très gros consommateur d'énergie, et cette énergie lui est transmise par nos vaisseaux. Il y a un très fort réseau de vaisseaux qui irrigue le cerveau, donc tout ce qui peut boucher les vaisseaux, donc nos facteurs de risque cardiovasculaire, peut évidemment conduire à fragiliser le cerveau et à un déclin cognitif. Donc il y a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire parmi ces 14 du Lancet qui vont contribuer au risque de déclin cognitif. Et puis, il y a aussi une troisième catégorie qui est celle de la fragilité du cerveau qui peut arriver avec les accidents de la vie, comme par exemple des traumatismes crâniens, des dépressions mal soignées, un isolement social, une perte d'audition, une perte de vue, qui vont avoir tendance à nous isoler et à limiter les interactions et l'utilisation qu'on va faire de notre cerveau. Donc l'ensemble de ces catégories, notre niveau d'éducation, les facteurs de risque cardiovasculaire et les facteurs de fragilité du cerveau sont les facteurs potentiellement modifiables, les 45% de cas de déclin cognitif qui pourraient être, en théorie, évités si on optimise chacun de ces paramètres. Merci beaucoup Nicolas. Alors je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs n'étaient pas nécessairement au courant de ces 3 catégories. C'est porteur d'espoir, 45% sur lesquels on peut agir. C'est important, espérons-le un jour 100%, mais nous n'en sommes pas encore là. Justement Nicolas, quels sont les facteurs de risque sur lesquels on peut agir ? Alors, les facteurs de risque sur lesquels on peut agir, c'est avant tout les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc là, il y en a beaucoup parmi les 14. Il y a notamment le cholestérol, le diabète, l'inactivité physique, l'obésité, le tabac, l'hypertension et la pollution de l'air, qui sont des facteurs qui sont reconnus et bien identifiés depuis longtemps par nos collègues cardiologues comme pouvant boucher les vaisseaux, les artères et boucher votre cœur, mais ils bouchent aussi les vaisseaux de votre cerveau. Donc ceux-là, on peut agir dessus avec une meilleure alimentation, plus d'activité physique, contrôler bien son hygiène de vie, 5 fruits et légumes par jour, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, ce qu'on entend tout le temps à la télévision, sont des messages clés aussi pour protéger votre cerveau. On n'oublie pas non plus le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen est en effet une des rockstars du domaine, puisque c'est grâce à lui qu'on a mis en évidence que on avait un risque de déclin cognitif moins important. Donc ça passe par à nouveau des vaisseaux en meilleure santé, mais également aussi par certains nutriments qui sont bons pour votre cerveau, comme les oméga 3 non saturés, etc., etc. Alors maintenant, Nicolas, on passe à l'inverse, justement, les risques sur lesquels on ne peut pas agir, malheureusement. Quels sont-ils ? Donc ce sont les 55% qui restent. Et les 55%, ça correspond à votre patrimoine génétique. Malheureusement, on a chacun des variants sur chaque gène qui vont faire que on a un petit nez, on a un gros nez, on a des cheveux foncés, des cheveux clairs. Eh bien, ces variants qui
intrinsèquement vous confère un faible risque de maladie d'Alzheimer. Quand ils s'alignent et qu'ils se cumulent, ils peuvent arriver jusqu'à 55% de risque de maladie d'Alzheimer. Donc c'est quelque part tirer le quintet perdant, à savoir je vais avoir plein de variants qui vont augmenter mon fort risque de maladie d'Alzheimer. Un des plus connus, c'est le variant epsilon 4 du gène de la polypoprotéine E, qui est un facteur de risque génétique assez fort de maladie d'Alzheimer, notamment lorsque l'on a une double copie en notre possession. Vous savez qu'on a toujours 2 copies de chaque gène dans toutes nos cellules. Si vous avez le double epsilon 4 sur ce gène, vous avez 15 fois plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer que les individus qui n'en portent pas du tout. Concrètement, c'est une variante d'une protéine qui a plein de rôles dans le corps, notamment par exemple la gestion de votre cholestérol. Elle fonctionne plutôt bien, sauf que elle fonctionne un peu trop et elle va avoir aussi tendance à favoriser l'accumulation des protéines toxiques que l'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer, notamment la protéine bêta-amyloïde et la protéine Tau. Nicolas, si j'ai bien compris, si on n'agit pas sur les 45% sur lesquels, justement, il peut y avoir un bénéfice, ça veut dire que là, on a tiré le très 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 mauvais lot, si je puis dire? Absolument. Votre patrimoine génétique, vous pouvez rien y faire. En revanche, même si vous avez ce mauvais tirage au sort lié à votre patrimoine génétique, eh bien, vous pouvez quand même agir sur les 45 autres pourcents et donc diminuer ce risque qui vous est intrinsèquement transmis par la génétique. Alors, merci d'avoir clarifié les choses. Y a-t-il d'autres facteurs dont vous pourriez nous parler ? Alors, en dehors des facteurs de risque cardiovasculaire, je listais tout à l'heure les facteurs de risque de vulnérabilité du cerveau. Notamment, ce qu'on va appeler la privation sensorielle, donc les gens qui ont une perte auditive ou une perte de vision, qui petit à petit vont s'isoler, vont diminuer leurs interactions, et si elle n'est pas traitée, effectivement, ça augmente votre risque de déclin cognitif, notamment parce que votre cerveau, quelque part, va s'appauvrir de l'absence d'interaction, d'activité, d'échange avec le monde extérieur. Et s'il y a une maladie sous-jacente qui, malheureusement, fait dégénérer les neurones, il ne sera plus assez fort, votre cerveau, pour se battre contre cette maladie. Donc, il faut lutter contre l'isolement. Il faut lutter contre l'isolement, il faut s'appareiller si on a une audition qui baisse ou une vue qui baisse. Il faut voir du monde, sortir, traiter une dépression si on se sent un peu fragile de ce point de vue-là, et encore une fois, optimiser les facteurs de risque cardiovasculaire. Nicolas, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez il y a quelques minutes. Vous parliez de la cigarette qui n'est pas bonne pour la santé, mais quid de l'alcool? Puis comment on peut faire avancer encore les choses de manière encore plus positive, comme vous le disiez, agir sur ces 45% sur lesquels, entre guillemets, nous avons la main, du moins je l'espère. Comment on peut faire, s'il vous plaît? Là, nous sommes tout oui. Effectivement, le tabac, c'est tabou, on y viendra tous à bout. Je crois qu'il faut garder ce message aussi pour notre cerveau parce que, comme je vous le disais, ça va boucher les artères de notre cerveau. C'est aussi vrai pour l'alcool. Alors, l'alcool, il a une double toxicité pour le cerveau. Premièrement, il augmente la pression artérielle, donc on a plus de tension quand on boit de l'alcool, donc c'est aussi mauvais pour les vaisseaux. Mais également, l'alcool a une toxicité propre sur le cerveau. On s'en rend bien compte déjà quand on boit un verre que nos perceptions sont altérées. Si vous faites ça de manière chronique, il y a une mort neuronale lente et progressive qui peut se mettre en route. C'est ce qu'on appelle la démence alcoolique dans notre jargon. Et ça peut aussi être évité, évidemment, en réduisant notre consommation d'alcool. Réduire veut pas forcément dire arriver à zéro. Avoir une abstinence totale n'a jamais prouvé une efficacité quelconque par rapport à quelqu'un qui aurait une consommation très raisonnable, voire occasionnelle, à quelques verres dans la semaine. Néanmoins, au-delà de 10-15 verres par semaine, là, il y a une vraie toxicité démontrée de l'alcool sur nos fonctions cognitives. Merci beaucoup Nicolas. Donc, pas plus de 2 verres par jour, vous l'avez bien compris, entre autres. Et puis, idéalement, si vous pouvez arrêter de boire ou ne pas boire, je vais être un petit peu plus radical que vous, Nicolas. Évitez de boire tout simplement et bien évidemment de fumer. Nicolas, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme autre conseil pour justement éviter les mauvaises surprises, les risques cardiovasculaires? J'imagine que l'exercice physique est absolument fondamental, entre autres. Un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano, c'est évidemment vrai aussi pour l'Alzheimer. L'activité physique a prouvé ses bénéfices sur le maintien d'une fonction cognitive au long cours. Donc, marcher régulièrement, pas besoin de courir un marathon, mais 45 minutes de marche sportive 2 à 3 fois par semaine est bien bénéfique pour votre cerveau.
Merci beaucoup Nicolas pour ces excellents conseils. Encore une fois, 45% sur lesquels on peut agir, 55%. Eh bien écoutez, c'est la loterie de la vie. C'est ainsi, mais merci encore. Donc on évite de fumer, on fait du sport, on ne s'isole pas. Si malheureusement on a un petit souci aux yeux, aux oreilles, on essaie de rencontrer du monde. Et je vous poserai après une question sur les aidants qui est extrêmement importante pour moi. Mais justement, tous ces excellents conseils que vous venez de donner, Nicolas, on peut les retrouver dans un livre paru chez HarperCollins. Alzheimer n'est pas une fatalité, et qui est au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Et Nicolas, vous avez écrit un chapitre. Félicitations et merci. Merci à vous. Écoutez, moi je suis toujours heureux de contribuer lorsqu'on me demande d'apporter ma pierre à l'édifice. Effectivement, communiquer auprès du grand public des conseils de prévention, c'est capital. Prévenir l'Alzheimer plutôt que le guérir, c'est plus efficace à l'heure actuelle, malheureusement. Donc, tout message qui peut être transmis au grand public et entraîner ensuite une baisse de cette maladie est évidemment bon à prendre, et je suis heureux d'avoir pu apporter ma maigre pierre à l'édifice par ce biais. Vous êtes beaucoup trop modeste, mais j'espère en effet qu'un jour on mettra totalement KO Alzheimer, comme le disent les campagnes de communication, les magnifiques campagnes de com de la Fondation Recherche Alzheimer. Alors Nicolas, on n'a pas beaucoup parlé de vous. Vous êtes médecin et chercheur. Alors sur quoi portent aujourd'hui vos travaux, s'il vous plaît ? Mes travaux portent essentiellement sur les biomarqueurs, c'est-à-dire la capacité d'utiliser une prise de sang ou une image, notamment en PET scanner, pour identifier les lésions de la maladie et puis identifier aussi parmi ceux qui ont les lésions, ceux qui vont présenter un déclin rapide ou plus lent. Donc tous ces travaux sont soutenus notamment par la Fondation Recherche Alzheimer, grâce à qui nous avons notamment pu mettre en place une équipe de recherche dédiée à l'étude des biomarqueurs dans le sang, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, sous l'égide du professeur Kai Bleno, qui est un des papes des biomarqueurs dans le monde, qui est à l'université de Göteborg et que nous avons pu faire venir grâce au soutien de la Fondation en tant que professeur visiteur ici à Paris, à la Salpêtrière, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Donc moi, je suis chanceux de pouvoir participer à cette étude et de contribuer donc à l'avancée sur le diagnostic de la maladie par ces recherches sur les biomarqueurs. J'ai une dernière question pour vous et qui me tient particulièrement à cœur. Les aidants. Quels conseils vous pourriez donner aux aidants ? Et puis est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, leur donner quelque part, ainsi qu'aux patients, aux malades qui souffrent d'Alzheimer, d'ici combien de temps on mettra enfin KO cette maladie, et d'ici combien de temps ce sera plus qu'un mauvais souvenir, si je puis dire ? Alors j'ai envie de citer l'hymne de l'équipe de football de Liverpool, You'll Never Walk Alone, parce que effectivement, être aidant, c'est aussi souvent s'isoler, c'est faire face seul à notre conjoint ou notre proche qui décline. C'est lourd, c'est pas facile tous les jours. C'est également un marathon parce que ça se passe sur de longs mois, de longues années. Donc il faut éviter de s'isoler et de se dire c'est mon sacerdoce, je dois porter ça tout seul parce que c'est mon mari et j'ai signé pour le meilleur et pour le pire, par exemple. Ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Donc pour ça, il faut rencontrer du monde, rencontrer les associations, rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, écouter les conseils, avoir des moments pour soi aussi, des moments de répit, c'est capital. Et puis, il faut aussi s'adapter à cette maladie qui évolue malheureusement et petit à petit aussi savoir s'entourer pour éviter d'atteindre le point de rupture, parce que petit à petit l'aidant devient le pilier de cette personne, et si le pilier s'effondre, eh bien ce sont les deux qui s'effondrent en même temps. Donc ça, c'est vraiment la situation qu'on cherche le plus possible à éviter. Donc être aidant, c'est s'écouter et savoir se faire aider. Pour ce qui est du futur, allez, d'ici combien d'années, selon vous ? Je vous demande pas de prendre un pari, évidemment, mais d'ici combien de temps on mettra Alzheimer KO, selon vous ? Alzheimer KO, j'espère d'ici la fin de ma carrière. Je suis un petit peu pessimiste pour être franc. Néanmoins, on a quand même des espoirs à court terme, non pas de le mettre totalement KO, mais en tout cas de gagner au point le match de boxe, c'est-à-dire avoir un ralentissement certain à la fois par la prévention, mais également quand la maladie est déclarée par les nouvelles thérapies qui arrivent, les immunothérapies anti-amyloïdes qui ralentissent significativement le déclin des patients. Donc à défaut de la mettre KO, on va essayer déjà de gagner le match au point. Eh bien, merci à vous, Nicolas. On termine sur cette parenthèse sportive qui est très très belle. Moi qui suis très fan du Liverpool Football Club et du groupe de Liverpool, à savoir les Beatles, j'ai cru comprendre que vous l'étiez vous aussi. Absolument. Donc nous donnons de l'espoir, et c'est vrai que on ne peut pas aller très très loin tout seul. Donc justement, tout l'excellent travail que vous faites, ainsi que les chercheurs qui sont là pour tabasser, si je puis me permettre, Alzheimer ou tacler Alzheimer, eh bien écoutez, on vous remercie
toutes et tous, parce que votre contribution au monde est absolument fondamentale. C'était un véritable plaisir que d'échanger avec vous, Nicolas, je tiens à vous le dire. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais vous demander de faire 3 choses. Oui, je sais, ça fait beaucoup. En premier lieu, si vous voulez soutenir la recherche contre Alzheimer, que nous la mettions définitivement KO, vous envoyez don DON par SMS au 92 922. Ce sont 5 € qui vont à la recherche. Je vous le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Donc allez-y, faites passer le message. Je répète, don par SMS DON au 92 922. Deuxième chose que je vais vous demander, c'est de noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Troisième chose et dernière chose, allez acheter Alzheimer n'est pas une fatalité qui est paru chez HarperCollins. C'est au profit de la Fondation Recherche Alzheimer. Et Nicolas, que vous venez d'entendre, y a plus qu'allègrement contribué. Merci encore Nicolas, c'était absolument passionnant. J'espère avoir le plaisir de vous revoir lorsque Alzheimer sera enfin KO. À bientôt, Laurent. À très vite pour un nouvel épisode du podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.